Ça va Julie? Ça va et toi? T'as un chouette t-shirt, hein? Oui, merci. Moi, c'est un t-shirt H&M tout simple que j'ai acheté il y a des années, qui m'a coûté 9,99 €, made in Bangladesh. Alors on sait tous, au fond, quand on lit « Made in Bangladesh » sur une étiquette, qu'un travailleur exploité a certainement confectionné ce t-shirt que nous portons et que ce que nous achetons, nous, à bon marché, coûte très cher à d'autres. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler cette semaine. Ce mardi 24 avril a marqué les 5 ans de l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza au Bangladesh, un immeuble de 8 étages qui abritait au moins 5000 employés et 6 usines textiles, des ateliers de confection des marques occidentales Mango, Primark, CA et H&M entre autres, qui faisaient fabriquer leurs produits à moindre coût. 1138 morts et plus de 2000 blessés. Il s'agit de l'une des pires catastrophes industrielles au monde. Enfin, catastrophe. Parlons plutôt d'une tragédie causée par l'homme, par sa quête effrénée du plus bas coût de production pour amasser toujours plus d'argent au détriment des conditions de travail et de sécurité des ouvriers employés dans les pays où la main-d'œuvre est bon marché. L'effondrement du Rana Plaza n'est pas le premier accident industriel arrivé au Bangladesh. En 2012, 112 ouvrières avaient péri dans un incendie à l'usine Tazreen. À l'époque, le collectif Éthique sur l'étiquette, la Clean Clothes Campaign et les syndicats bangladais avaient déjà proposé aux donneurs d'ordres internationaux la signature d'un accord visant à sécuriser les usines de confection dans le pays. L'accord pour la sécurité incendie et la sécurité des usines, alors dédaigné par les marques et distributeurs internationaux de l'habillement. Il aura fallu le drame du Rana Plaza pour que H&M, plus grand acheteur d'habillement au Bangladesh, signe enfin l'accord en mai 2013. Elles sont 220 signataires aujourd'hui, mais l'accord doit être renouvelé en mai. L'émotion passée, les multinationales ne sont pas pressées de signer quoi que ce soit. Alors, que va-t-il se passer? On écoute Naila Ajaltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. Alors l'accord avait été défini pour une année de 5 ans en effet, donc il arrive à échéance en mai 2018, mais bien entendu il faut pérenniser ces efforts qui ont été faits dans la sécurisation des bâtiments. Le travail n'est pas fini, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au Bangladesh les travailleurs travaillent dans les usines textiles en toute sécurité, donc les syndicats ont proposé la mise en œuvre d'un deuxième accord prolongé pour 3 ans qui devrait par la suite aboutir à une prise en charge totale, enfin une passation à l'État du Bangladesh qui devra donc dans l'intervalle d'ici 2021, créer un système national qui permette d'assumer cette protection des travailleurs. Donc on pousse les grandes multinationales de l'habillement à signer ce nouvel accord. 220 avaient signé l'accord dans sa première version sur la pression citoyenne. Aujourd'hui, il y en a seulement une centaine qui a signé cet accord dans sa deuxième version, donc c'est cette prolongation. Donc on pousse ces multinationales à ne pas fermer les yeux, ne pas se désintéresser et à signer la prolongation de cet accord, donc il les engage encore 3 ans. Alors, il aura également fallu la catastrophe du Rana Plaza pour que le salaire minimum des travailleurs du textile augmente d'une trentaine de dollars par mois environ. Il est passé à 63 $ par mois. Ce n'est évidemment pas suffisant. Pour vivre décemment du fruit de son travail, un Bangladais a besoin de 200 $ par mois. Les travailleurs du textile, eux, n'ont attendu ni les ONG, ni les catastrophes pour lutter pour leurs droits. Loin d'être passifs, ça fait des années qu'ils font grève et qu'ils manifestent pour obtenir des augmentations de salaire et des conditions de travail dignes. Bon, les dernières mobilisations ont eu lieu il y a 1 an pile, mais l'État et la police ont violemment réprimé les milliers de manifestants et la situation ne risque pas d'évoluer de sitôt, les connivences entre les patrons du textile et les pouvoirs publics étant trop fortes. En effet, près d'un tiers, ça je ne savais pas du tout, des députés qui siègent à l'Assemblée sont eux-mêmes des patrons d'usines et n'ont évidemment aucun intérêt à ce que les salaires augmentent. Surtout quand on sait que 80% des exportations du Bangladesh dépendent de l'industrie textile. Des collectifs comme Éthique sur l'étiquette se battent pour inciter les pays de l'UE à faire pression sur le Bangladesh pour qu'il y ait une indépendance entre l'État et les patrons, une espèce de séparation de l'État et du MEDEF, quoi. Une autre avancée primordiale a également eu lieu. La loi historique sur le devoir de vigilance des sociétés mères a été votée en France en mars 2017. Elle oblige les entreprises à publier tous les risques sociaux et environnementaux encourus par elles et leurs sous-traitants. Et en cas de dommages avérés, un juge pourra décider que si l'atteinte aux droits humains ou à l'environnement est causée par le manquement de l'entreprise à son obligation de vigilance, donc maintenant inscrite dans la loi, elle devra verser des dommages et intérêts aux victimes. C'est en ça que cette loi est pionnière. Elle met un terme à l'impunité totale dont bénéficient les multinationales. Bon, tout ce dont on vient de parler là, ça a un nom, c'est un système, la fast fashion. Donc on surproduit des vêtements de mauvaise qualité qui nous obligent donc à les jeter pour toujours avoir à en racheter. Et je ne sais pas si tu en as entendu parler,
Mais il y a des journalistes danois ont révélé qu'H&M produit tellement de vêtements que la marque va jusqu'à brûler ses invendus. 12 tonnes par an depuis 2013. Oui, alors c'est un système totalement unique qui arrive en bout de course. Cette semaine, on va également s'arrêter sur 2 luttes qui concernent les femmes. Tout à fait. Alors au Zimbabwe, tout d'abord, avec le cas de près de 10 000 infirmières en grève depuis mi-avril, elles réclament de meilleures conditions salariales dans un pays où le service public s'est fortement dégradé ces dernières années. Le vice-président Constantino Chiwenga a immédiatement réagi à ces requêtes en licenciant toutes les grévistes, prétextant que c'est dans l'intérêt des patients. La décision prend effet tout de suite, en sachant bien entendu qu'aucune infirmière n'a reçu l'avis de licenciement. Pas sûr que le gouvernement aurait réagi de la sorte si ça avait été des hommes. Alors maintenant, on revient en France où un défilé est organisé en faveur de l'accès à la PMA, la procréation médicale assistée pour toutes les femmes. Ça a été l'occasion, et là effectivement pour tous les manifestants, de réclamer dans les plus brefs délais une loi en ce sens, rappelant au passage au président Macron de tenir sa promesse de campagne. Alors, on a évoqué le sujet plusieurs fois ici. De nombreux bureaux de poste sont en grève aux 4 coins de la France pour protester contre les réorganisations qui allongent la durée du travail des facteurs sans revenus supplémentaires, bien sûr. Alors, en effet, ces modifications étant appliquées en plus bureau par bureau, ça rend plus difficile la possibilité d'un mouvement national. Pourtant, la mobilisation prend de plus en plus d'ampleur. Le 3 avril, les postiers ont même manifesté aux côtés des cheminots. C'est à Rennes que tout a commencé. Depuis le 9 janvier, c'est-à-dire depuis 109 jours, les facteurs bretons s'opposent à la mise en place dans l'un de leurs centres de distribution d'une pause non payée de 45 minutes à midi. Selon Alan Mattel, représentant CGT, le mouvement débouche sur une convergence des actions avec les étudiants et les cheminots. Depuis, la contestation a gagné la Picardie, les Bouches-du-Rhône. La contestation a gagné la Picardie. Ou encore la Gironde. Bon, pardon. Voilà. Dans les Hauts-de-Seine, c'est l'affaire d'une répression syndicale, le renvoi de Gaël Quirante, responsable Sud, qui a mis le feu aux poudres. Dont on avait évoqué le cas ici, d'ailleurs, longuement. Et d'ailleurs, les postes de Boulogne, Levallois, Asnières, Neuilly, Issy, Malakoff, Vanves, Colombes, Courbevoie et Châtillon sont toujours actuellement en grève. Bon, à Grenoble, l'enjeu est de sauver les bureaux de Grand Place et de Championnet, dont les fermetures ont été annoncées pour le 29 mai et 4 juin. Dans le premier cas, des raisons de sécurité sont invoquées pour fermer le bureau. Bon, c'est une excuse qui ne convainc pas. Et dans le second, la direction de la Poste souhaite sa fermeture et son remplacement par un relais poste urbain commerçant qui n'offre pas les mêmes services qu'un bureau et dégrade la confidentialité pour les usagers. Un collectif J'aime ma Poste a été fondé, réunissant travailleurs et usagers, tous mobilisés pour défendre un service public. Bon, alors un immense merci à Germain Vaudry pour la cartographie et pour son super générique. Merci beaucoup. Eh bien, merci Julie.